Bien, bonjour et merci d'être là. Donc il est 13h40. Si certains d'entre vous ont envie d'acheter un livre après, on va se laisser quand même un peu de temps. Donc on se dit qu'on a une heure en tout pour que je puisse répondre aux questions à partir de cette histoire. Donc j'ai commis effectivement un livre qui s'appelle « Lâchez-nous la dette ». Je parle assez fort, c'est bon ? Oui. Qui est un livre qui se veut pas un livre d'économiste, ce que je ne suis pas, mais qui se veut un livre d'un député qui a été à la commission finances pendant 5 ans et qui donc a été confronté directement aux questions financières, mais surtout à l'idéologie qui évidemment est celle du macronisme et du néolibéralisme en général, et qui, notamment vis-à-vis de la dette. Pourquoi ce livre ? Parce que ça fait maintenant des années qu'en réalité, on se sert de la dette pour imposer toutes sortes de politiques. On va dire de ce point de vue-là que la dette et les déficits ne sont en rien des éléments, j'allais dire, économiques objectifs, qui auraient une réalité objective incontestable. C'est des éléments politiques. C'est-à-dire que la dette sert en fait à appuyer un discours idéologique qu'on connaît bien, qui est que au nom de la dette, on impose des politiques d'austérité, on impose des politiques de baisse de dépenses publiques, on impose des politiques également, après baisse de dépenses publiques, de privatisation des services publics, on impose des politiques de réformes structurelles, comme ils disent, la réforme des retraites, l'allocation chômage, etc., et qui ont d'ailleurs été encore illustrées il y a 2 jours de ça par la commissaire européenne von Leyen, qui a expliqué que la France, vu ses efforts faits, allait pouvoir bénéficier de 7 milliards d'aides de l'Union européenne, comme si on était en train de mendier une aide, alors même que vous savez que la contribution française à l'Union européenne est supérieure à ce qu'elle reçoit de l'Union européenne. Bon. Et là, son discours, c'était la France a été bon élève. Et qu'est-ce qu'elle voulait dire par là ? C'est que la France avait imposé certaines réformes structurelles, dont par exemple l'allocation chômage, dont on connaît le côté catastrophique pour les chômeurs. Donc c'est déjà commencé comme ça. C'est-à-dire, la dette est un élément politique important du discours néolibéral qui consiste à s'attaquer au service public, à la dépense publique, l'austérité, etc. Bon, ça, c'est la première question, j'allais dire, qui revient maintenant depuis 30 ans dans tout le discours néolibéral. Mais le livre, lui, est parti d'autre chose. Il est parti du fait que pendant la crise du Covid, il s'est passé quelque chose vis-à-vis de la dette assez inédit. Première chose, on a, du fait que tout d'un coup, il a bien fallu que la question des déficits devienne secondaire par rapport à la préoccupation urgente qui était de venir en aide à l'économie, notamment à travers toutes les premières politiques du gouvernement en matière de chômage partiel. Première chose assez amusante, c'est que les mêmes qui nous expliquaient depuis des années que nous allions ruiner les générations à venir, que là, on était des pays en voie de faillite, etc. Enfin, un discours absolument catastrophique qui n'a pas de sens, j'y reviendrai après. Les mêmes, tout d'un coup, pendant un laps de temps qui a été celui de l'explosion de la crise, ont repris des intonations qui valident pratiquement ce que nous disons. Je commence par exemple par une anecdote dans ce bouquin. Je cite Eric Woerth, qui était l'ancien ministre des Finances de Sarkozy, qui est président de la commission des finances à l'Assemblée nationale. Et lors d'un débat, au moment du 2e confinement, c'est le 2e plan de finances rectificative où il y avait eu des milliards de distribués pour venir en aide aux entreprises, quand pour la première fois on lui explique, c'était Jean-Luc Mélenchon qui avait pris la parole à la tribune, que cette dette, il faudrait peut-être songer après à l'annuler, tout d'un coup explique que de toute façon, dit-il, de toute façon chacun sait qu'on ne rembourse pas la dette. Eric Woerth. Bon. Le même qui, quelques mois avant, était en train de nous expliquer que, bien évidemment, la dette était intouchable et que si on ne la remboursait pas, on faisait défaut au marché. Et là, tout d'un coup, il a cet accent de vérité où il dit de toute façon chacun sait qu'on ne rembourse pas la dette. Ce qu'il voulait dire par là, et ce qui est totalement la réalité, c'est qu'on ne rembourse jamais le stock de la dette. Voilà. Ce stock de la dette, il est pourtant celui qui sert à exercer des chantages. C'est au nom du stock de la dette qu'on nous explique, par exemple, qu'aujourd'hui la France est endettée à 114% du PIB.
Bon, on serait donc sur un taux d'endettement absolument insupportable. C'est quoi le stock de la dette? Pourquoi c'est stupide cette idée? C'est que le stock de la dette, c'est un peu comme si quand vous achetez, pour ceux qui ont eu l'occasion d'acheter un logement, un bien, on vous expliquait tout d'un coup que le coût de ce logement que vous avez acheté à crédit, par exemple sur 20 ans ou sur 30 ans, eh bien il fallait le rapporter à une seule année de revenus. Bon. Et donc c'est ça les 114% du PIB. C'est-à-dire on considère que vous avez un stock. Vous avez acheté par exemple un bien 400 000 euros à crédit et on le ramène à votre année de revenus. Et on dit, ah, vous êtes surendetté parce que regardez bien, vous êtes ramené à un an de revenus. Or, chacun sait que quand vous faites un crédit, on compare évidemment ce que vous allez payer en termes d'intérêt mensuel par rapport à vos revenus. Puis en général, on veille à ce que ça ne soit pas supérieur à un tiers de vos revenus d'après les banques. Mais donc, on voit que c'est stupide. Donc la France, par exemple, le stock de la dette, c'est assez simple. La France, quand elle emprunte sur les marchés, elle emprunte en général à un peu plus de 7 ans. Donc le stock si on regarde ce que ça équivaut par rapport à ses revenus annuels, c'est à peu près 12% du PIB et non pas 114% du PIB. D'accord ? Donc ce qu'il faut regarder, c'est pas ce stock, c'est ce que coûte la dette chaque année. Et ce que coûte la dette chaque année en temps normal, bon an, mal an, c'est ce qu'on appelle les charges de la dette, l'intérêt de la dette, ça coûte 40 à 50 milliards d'euros, et donc on est très loin de 114% du PIB. Hein, on est sur quelque chose que la France, vu sa richesse, arrive très bien en réalité à digérer. Donc premier constat, ces mêmes personnes qui se servaient de ça pour agiter une espèce de chantage admettaient enfin qu'en réalité, on ne remboursait jamais le stock de la dette. Pourquoi on ne rembourse jamais le stock de la dette? Parce qu'il se trouve que les États sont des tellement bons placements pour la finance internationale qu'en réalité, au fur et à mesure qu'une dette est finie, ils se précipitent pour reprêter aux États. Et donc, dès que ils sont arrivés au bout des 7 ans, il n'y a aucune difficulté pour qu'ils continuent à prêter aux États. Et c'est pour ça qu'en fait, en réalité, les dettes même actuelles sont des espèces de dettes perpétuelles dont on ne rembourse que les intérêts. Il n'y a jamais un moment où on exige de rembourser à la France, de dire maintenant on exige que la France rembourse tout d'un coup toute sa dette. Ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce que les financiers considèrent, à raison d'ailleurs, qu'un État ne peut jamais faire défaut. Il ne peut jamais faire défaut parce qu'il y a le PIB, bon, c'est une chose, mais il y a surtout l'extraordinaire patrimoine d'un pays qui équivaut à une espèce d'assurance tout risque par rapport à une dette. Pour la petite histoire, à chaque fois que vous avez des partenariats publics-privés, vous verrez que pour que le partenariat marche, les institutions financières privées demandent d'abord la garantie des États. Elles n'y vont pas sinon. Hein, il y a eu, par exemple, il y a quelques années, il y avait un projet par ailleurs nuisible qui est le Lyon-Turin. Les institutions financières demandaient la garantie d'abord de l'État d'Italie et de la France. Les mêmes États dont on nous disait qu'ils étaient menacés par des faillites. Donc, parce que, voilà, c'est une sécurité, quoi. Donc, premier élément, hein, moi, qui m'a amusé à ce moment-là, c'est que les mêmes, j'y reviendrai à la fin, ne vous inquiétez pas, ils ont repris leur discours vis-à-vis de la dette, bien évidemment, mais les mêmes qui étaient en train de nous expliquer que c'était une catastrophe disaient, en fait, le stock de la dette, on le rembourse jamais, donc c'est pas si catastrophique que ça. Deuxième élément plus intéressant, et qui amène la première partie du livre, et qui m'amène, moi, c'est aussi dans le programme de France Insoumise, mais après il y a différentes méthodes de le faire, mais à dire qu'on peut annuler la dette Covid. C'est ce qu'on appelle la dette Covid. La dette Covid, elle a deux particularités. La dette Covid, d'abord, grossièrement, c'est l'argent qui a été mis à disposition des États pour faire face à la crise épidémique. C'est à peu près 20% pour chacun des États européens de la dette globale de ces États. Bon. Donc c'est la somme qui a été utilisée ou pas, d'ailleurs c'est assez intéressant, on va y venir, mais par les États pour arriver justement à limiter les dégâts et les conséquences de la crise épidémique. Mais elle a une autre particularité beaucoup plus intéressante. C'est que pour la première fois, la Banque Centrale Européenne a décidé de prêter directement aux États, aux autres banques centrales. C'est la première fois. Après la crise des subprimes en 2008, la Banque Centrale Européenne a décidé de prêter aux banques, c'est-à-dire de libérer de l'argent pour les banques, et c'était les banques qui devaient prêter aux États. Bon, et donc le mécanisme en réalité de dette sur les marchés financiers ne cessait pas pour les États. C'était les banques qui avaient une espèce de garantie. Là, pour la première fois, la Banque Centrale Européenne, d'ailleurs, contrairement à tous les traités européens, parce que normalement, elle ne pouvait pas le faire, mais elle l'a fait, devant l'énormité du danger, a décidé de prêter directement aux États.
Et ça change tout. Ça change tout parce que, en réalité, ça revient à ce que nous demandons depuis longtemps. C'est-à-dire que, vous le savez, la Banque Centrale Européenne, c'est une espèce d'enveloppe vide. Hein. Elle prend sa réalité par chacune des banques centrales de chaque État. Donc, chez nous, c'est la Banque de France. Et de fait, du coup, la Banque de France est devenue propriétaire de la dette Covid. Bon, et ça change tout. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que, bon, bien sûr, les banques centrales sont indépendantes depuis des pouvoirs politiques depuis les années 70 et renforcées dans les années 90. Bon, enfin, quand même, c'est quand même la Banque de France, c'est quand même l'État français, qu'on le veuille ou pas quelque part. Ça veut dire qu'en réalité, nous possédons notre propre dette. Donc, cette dette-là ne peut pas faire défaut sur les marchés financiers. Quand Emmanuel Macron, il y a quelque temps, a réagité le spectre de la dette en disant que c'était impossible d'annuler la dette parce qu'on ferait défaut sur les marchés financiers et que c'est la parole de la France, la dette Covid n'est pas sur les marchés financiers. C'est fondamental. Elle nous appartient quelque part. Bon. Donc ça, c'est le début du livre. C'est de dire que cette dette Covid, on peut décider, nous, politiquement, de manière souveraine, parce qu'elle n'est pas sur les marchés financiers, de la gérer comme nous voulons. Emmanuel Macron a une proposition. Il propose, c'est concret, hein, Bruno Le Maire l'a répété cette semaine à l'Assemblée nationale, s'il est réélu, ils ont un plan où, en gros, on rembourse la dette Covid en l'échelonnant d'ici 2040 et on fait en sorte que chaque année, il y a une baisse de dépenses publiques prévue qui sera absolument drastique, historique dans la Ve République, pour arriver à rembourser la dette Covid année après année. Et donc, à nouveau, on rentre dans une politique d'austérité, de baisse des dépenses publiques, etc. Il l'a annoncé. Ils ont même été plus loin. Ils ont annoncé qu'ils allaient mettre en place dans les années à venir une loi organique qui va faire en sorte que le Parlement sera contraint au niveau des dépenses possibles, ce qui veut dire que vous aurez un deuxième verrou. Vous savez qu'il y a un premier verrou qui est avec les fameux 3% européens, où en théorie, un Parlement ne peut pas excéder plus de 3% de déficit, c'est un premier verrou. Et là, ils ont décidé un deuxième verrou, qui est l'idée de dire, pendant 5 ans, on définit les recettes, les dépenses, pardon, et le Parlement ne peut pas excéder, n'a plus de choix souverain pour excéder ces dépenses. Bon, c'est ce qu'il décide. Et puis il y a d'autres possibilités. Et nous, on dit, au lieu de traîner comme un boulet cette dette Covid dans les années à venir, de baisser les dépenses publiques, c'est-à-dire les mécanismes de solidarité, les dépenses de santé, etc., ce que fait le néolibéralisme, nous on dit, et moi je dis, annulons la dette, annulons cette dette Covid. Voilà, c'est possible, c'est facile. Et ça peut, à mon avis, rapporter gros parce qu'on n'aura pas ce poids-là dans les années à venir à faire. Alors, comment on fait ? Il y a 2 façons de faire. Il y a celle qui est aujourd'hui, d'ailleurs, dans le programme, qui est une façon indolore de faire, en réalité, qui arrivera au même résultat, c'est de le transformer en dette perpétuelle avec des taux négatifs. C'est-à-dire qu'on applique sur cette dette, on dit qu'elle devient perpétuelle, ou par exemple sur 100 ans, c'est aussi ce que proposent des économistes aujourd'hui, y compris libéraux, et puis on lui fait des taux négatifs, ce qui fait qu'au fur et à mesure, cette dette va se résorber d'elle-même. Bon. Moi, je suis pour annuler carrément la dette, pour plusieurs raisons. Je pense que je suis pour annuler la dette. La première raison, c'est que, imaginons que demain, il y a un gouvernement et une présidence Jean-Luc Mélenchon, enfin j'espère que ça ne sera pas dans l'imagination, et qu'on prenne cette décision de transformer cette dette en dette perpétuelle. Fort bien, mais la dette, elle continue à exister. Et si un autre gouvernement est élu qui a des idées contraires au bout de 10 ans, il peut très bien ressortir cette dette et dire attention, cette dette existe et nous on n'est pas d'accord de faire cette politique-là. Donc c'est le premier danger. Tant que la dette existe, elle peut nous réimposer comme ça un chantage. Et la deuxième raison, ce que j'aime bien dans l'idée d'annuler purement et simplement la dette, c'est que c'est affirmer, là encore, une politique de rupture et le fait que le peuple est souverain pour décider ce qu'il fait de ses déficits. C'est ça qui m'intéresse aussi dans ce mécanisme. Alors, comment on fait ? C'est assez simple. En réalité, ça équivaut à produire de la monnaie. D'accord ? C'est-à-dire, on produit une part de monnaie qui correspond à cette dette par la Banque de France. Donc, ça veut dire qu'il y aura un peu plus d'inflation, pour être clair entre nous. Mais d'après tous les économistes qui ont travaillé sur le sujet, ce qu'on perdra en termes d'inflation ne sera rien par rapport au fait de traîner cette dette pendant des années, etc., en baisse des dépenses publiques. Donc, c'est techniquement possible, c'est faisable. On rentrera en détail si vous avez des questions là-dessus, mais c'est faisable. Donc, moi, c'est ce que je propose dans ce livre, d'annuler la dette Covid et de faire en sorte de la rayer de la carte. Je m'arrête deux minutes sur la dette Covid aussi.
pour dire que la dette et les déficits qu'on a créés pendant le confinement ont quelques particularités. La première particularité, c'est qu'il y a une partie de cette dette qu'on a transférée sur la dette sociale. C'est-à-dire que ce n'est pas une dette d'État. Vous allez comprendre très vite. Quand vous décidez de faire du chômage partiel et que vous exonérez le chômage partiel, en réalité, cette dette, elle repose sur les comptes sociaux, la sécurité sociale notamment. Et donc, ça devient en réalité une dette sociale. Elle est très problématique, celle-là. Il y en a eu au moins à peu près pour 10 milliards, parce qu'on fait peser à la sécurité sociale autre chose que ce pourquoi elle a été créée. Elle n'a pas été créée, la sécurité sociale, pour pallier des décisions politiques d'aide à un moment donné à des entreprises. Elle est créée pour nous assurer collectivement par rapport aux questions de santé. Et c'est pareil d'ailleurs de toutes les caisses, vieillesse, etc. Si vous lui transférez des sommes pour laquelle elle n'a aucune responsabilité, puisque c'est le gouvernement français qui a décidé par exemple d'exonérer le chômage partiel, eh bien c'est déjà problématique. Et le deuxième problème, c'est que la dette sociale, qui donc rentre en question dans les trous tout d'un coup de la sécurité sociale ou des caisses de retraite ou autres avec lesquelles on appuie l'idée après de faire des politiques d'économie, la dette sociale, elle, contrairement à une dette de l'État, elle ne peut pas être annulée. Ça, c'est pas possible. Vous pouvez pas décider d'annuler une dette sociale parce que la dette sociale, tout simplement, là pour le coup, il n'y a pas une décision politique. Si l'argent vient à manquer, il vient à manquer pour la redistribution de cette dette. Donc ça, c'est quelque chose que je note, qui a été pointé par des économistes comme un des problèmes. Bon, ensuite, je m'arrête encore un instant sur la question de la dette Covid. Bien évidemment, autant je ne conteste pas du tout le fait que l'État soit venu en aide à l'économie pendant cette crise, c'était nécessaire, mais par contre, on peut s'interroger, et là, ça nous amène du coup à avoir le droit de s'interroger sur la légitimité de telle ou telle dette, sur la façon dont il l'a fait. Et le problème, c'est qu'il l'a fait de façon fort mauvaise. Il l'a fait, par exemple, en prêtant, en donnant de l'argent à des entreprises sans contrepartie. Ce qui fait qu'on a des entreprises qui ont pris de l'argent et qui, non seulement se sont versés des dividendes de manière record, avec des aides de l'État, mais en plus ont organisé des licenciements. Les entreprises du CAC 40 l'an dernier, c'est 57 milliards de dividendes, 30 000 licenciements en France. Des entreprises qui ont eu des aides publiques. Bon, ça, c'est un exemple parmi d'autres qui veut dire une chose, c'est que pendant la dette Covid, en fait, l'État le gouvernement ne s'est jamais départi de ses politiques de l'offre. C'est-à-dire qu'il a aidé l'économie par des politiques de l'offre et non pas par des politiques qui dopent la consommation populaire. Je vais m'expliquer très rapidement là-dessus. Il aurait pu décider, par exemple, pendant la dette Covid, comme il y a eu une augmentation de la pauvreté, il aurait très bien pu dire, même de manière temporaire, nous on est pour le faire définitivement, mais même de manière temporaire, je fais une loi d'urgence sociale qui décide de créer un RSA jeune, par exemple, pour venir en aide à des étudiants, etc., dont on sait que le problème. Il ne l'a pas fait. Bon, ce qu'il a fait, c'est qu'il a baissé les impôts de production de 10 milliards, qui rentrent dans la dette Covid. Moins de recettes de l'État. Il a, je vous le dis, donné de l'argent aux entreprises sans contrepartie. Donc en réalité, il est intervenu sur l'économie pendant la dette Covid en continuant une politique de l'offre qui vise à dire qu'en gros, il faut baisser les coûts des entreprises et c'est comme ça que l'économie repartira. Bon, ça, c'est une chose qu'il faut dire. La deuxième chose, c'est que la France a très peu utilisé la dette Covid. La dette Covid disponible, c'est-à-dire ce que rendait disponible la Banque Centrale Européenne par le mécanisme d'achat direct de la Banque de France, c'était environ 700 milliards d'euros. Le gouvernement français a utilisé à peu près 200 milliards d'euros. Et ça a des conséquences. Parce que dans le même temps, les États-Unis ont utilisé, eux, leur dette à hauteur à peu près de 25% du PIB. Nous, seulement 6%. Et pour un pays libéral, ils ont plutôt utilisé ça pour doper la consommation populaire. Ce qui fait que les chiffres d'augmentation de pauvreté, etc., aux États-Unis pendant le Covid ont été bien moindres qu'ils ne l'ont été, par exemple, en France. Bon. Voilà, donc je fais une incise. Oui, il fallait endetter l'État pour venir en aide à l'économie, mais on aurait pu faire plus et on aurait pu faire différemment. Voilà. Ça, c'est la première partie du livre sur la question de la dette Covid. La deuxième partie du livre, c'est de dire, bon, ce qui se passe avec la dette Covid est intéressant et pourquoi ne serait-ce pas finalement la solution à proposer pour la dette globale cette fois-ci ? C'est-à-dire, est-ce que finalement, le fait que nos banques centrales possèdent la dette n'est pas la solution
pour que la dette ne serve pas de chantage permanent parce qu'elle est sur les marchés financiers. Et là, je me suis rendu compte de quelque chose. Alors, peut-être que parmi vous, certains le savaient, étaient des spécialistes, mais en fait, j'ai découvert que la dette sur les marchés financiers est une invention très récente. Ça date des années 80. La dette avant, la dette française, elle était tout aussi importante qu'aujourd'hui, sauf qu'elle n'était pas sur les marchés financiers. Il y a eu des lois votées, plusieurs lois, et là on était entre parenthèses dans les années 80, vous reconnaîtrez tous qu'on n'était pas, au moins jusqu'en 86, sous un gouvernement de droite. Elles ont été votées pour obliger les États, c'est en lien avec les contre-réformes libérales, les traités européens et autres, à emprunter sur les marchés financiers. Et donc elle a arrêté un mécanisme qui existait en France depuis fort longtemps, qui s'appelait le circuit du Trésor. C'était quoi le circuit du Trésor? C'était qu'on obligeait les banques de dépôt à mettre de l'argent, une partie de leurs réserves, dans une grande caisse, et l'État puisait dans cette caisse pour assurer ses déficits. Bon. Et donc quelque part c'était un circuit interne qui faisait qu'on n'était pas soumis justement au chantage qui pouvait venir des marchés financiers. Et donc voilà, la deuxième optique de ce livre, c'est de dire que la solution pour l'avenir, c'est de résorber au fur et à mesure la dette qui est sur les marchés financiers, dont j'ai dit par ailleurs, vous avez compris, je le dis par ailleurs, qu'en réalité, on a quand même les moyens de se l'assumer sans que ça soit la catastrophe, et il faut arrêter de faire des chantages, on a largement de quoi faire, et l'État français a largement de quoi payer 40 à 50 milliards d'intérêts par an, mais on peut faire mieux, c'est-à-dire qu'on peut sortir progressivement de la dette des marchés financiers et adopter pour la dette globale ce qu'on a fait pour la dette Covid. C'est-à-dire que ce soit nos banques centrales qui soient propriétaires de notre dette avec laquelle, du coup, de manière souveraine, nous pourrions décider de ce que nous faisons. Échelonner la dette. On annulait une partie quand on estime qu'elle n'est pas légitime. Donc avec à la clé quelque chose d'absolument décisif et qui est, à mon avis, fondamental dans cette affaire, c'est qu'on définanciariserait la dette. Bon, de la même manière qu'il faudrait définancialiser l'économie dans le modèle du capitalisme financiarisé, mais là on définanciariserait la dette, et qui dit définanciariser la dette signifie que nous reprendrions collectivement, normalement à travers le Parlement et une banque centrale qui serait liée à ça, nous reprendrions notre souveraineté sur la question des déficits et sur la question des dettes. Voilà, c'est ça un peu la ligne d'horizon qu'on doit se fixer si nous gouvernons le pays et dirigeons le pays dans les années à venir, c'est de trouver les mécanismes qui permettent de s'extraire de ce chantage, de s'extraire de ce qui permet aux libéraux à partir de la dette de faire le chantage. Et on en a évidemment besoin. Parce que je disais tout à l'heure que si un audit de la dette était sûrement nécessaire pour déterminer ce qui est une dette légitime ou pas, exemple de dette illégitime par exemple, je vous le donne comme ça, c'est que en 2008, Sarkozy décide de venir en secours aux banques, donne de l'argent aux banques pour arriver à surmonter le choc de la crise des subprimes. Et le déficit français, il bondit à 474 milliards d'euros en quelques mois. Bon. Inutile de dire qu'on a socialisé leurs pertes, mais on n'a pas socialisé leurs bénéfices par la suite. On pourrait très bien se dire que ça, c'est une dette illégitime. Je veux dire, il n'y a pas de raison qu'on vienne au secours aux banques sans les nationaliser, par exemple. Quand je dis ça, c'est pas quelque chose qui est profondément révolutionnaire. Sarkozy lui-même, en 2008, à un moment donné, dit pourquoi n'irions-nous pas jusqu'à la nationalisation? Il n'en pensait pas un mot, à mon avis, mais c'était quand même nécessaire pour expliquer que vous alliez donner autant d'argent aux banques sans leur mettre de contraintes. Donc, première règle, c'est que ça permet il y a une dette qui est légitime. Mais n'empêche, on a besoin aussi de créer des déficits pour d'autres choses. Et là, pour le coup, dans la situation où nous sommes aujourd'hui, à hauteur d'énormément d'argent, c'est la bifurcation écologique. Si on veut à nouveau assurer le fait d'aller vers le 100% renouvelable, de la sobriété énergétique qui impose 700 000 logements isolés par an, le fait de remettre le paquet sur le fret ferroviaire, le fait de réouvrir des petites lignes, etc., il va falloir évidemment, on ne pourra pas le faire sur la seule richesse d'une année. On va le faire en partie, contrairement à ce que veulent faire les libéraux, en allant à nouveau imposer une fiscalité plus juste et en allant récupérer de l'argent, notamment aux plus riches, avec tous les cadeaux qu'ils ont reçus depuis des années. Bon, ça, c'est toute notre réforme fiscale
On estime qu'en gros, ça pourrait rapporter 120 milliards assez rapidement au pays, mais on aura besoin de plus, donc on doit légitimement pouvoir penser qu'on fait appel à la dette pour pouvoir justement payer ces investissements dans les années à venir. Donc on voit bien qu'on a besoin de ces déficits. Les déficits ne sont pas une mauvaise chose en soi, c'est à un moment donné nécessaire pour la poser. Mais on voit bien que dans ces cas-là, il faut sortir des marchés financiers, d'espèces de chantage permanent qui veulent se situer. Dernier point de cette présentation, c'est que on crie très souvent au secours en parlant de la dette publique, mais en réalité, pour les économies, la dette publique n'est pas un danger. Par contre, il y a une autre dette qui est un danger, c'est la dette privée, dont on parle beaucoup moins. Bon, et qui, elles, alors là, sont des bombes à retardement à chaque fois. Bon, la dette privée classique, vous connaissez, c'est les subprimes. C'est la dette privée. C'est-à-dire que en gros, comment est-elle formée? Et finalement, elle renvoie à la question du partage des richesses et à la confrontation du capital et du travail, quelque part. C'est que le système capitaliste, tel qu'il est aujourd'hui, avec les marges de profit qu'il estime devoir à chaque fois imposer, dès lors qu'il veut conserver ses marges de profit à 2 chiffres, il n'y a pas 36 manières de le faire. Vous pouvez le faire, par exemple, en dominant des marchés extérieurs. Sauf que dans le monde capitaliste aujourd'hui, on s'aperçoit que des marchés extérieurs à dominer, c'est plus très simple. D'où les conflits qu'on voit actuellement vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis de la Russie, etc. C'est-à-dire qu'on a des blocs composés où on ne peut pas dire aujourd'hui que le capitalisme peut se tourner vers la domination de ces marchés pour arriver à instaurer des marges de bénéfices très importantes. Alors il y a le dumping permanent, comme le permet les traités européens, qui permettent d'aller ouvrir une entreprise là où le prix du travail est moindre, etc. Mais enfin, tout ça, à un moment donné, a des limites. Donc, en dernière instance, la façon de faire du capitalisme est classique, c'est sur le travail. C'est sur le travail où on va, d'où tout le discours sur le coût du travail qui est trop important, où on va instaurer ces marges bénéficiaires. Bon, le seul problème, c'est que quand vous avez 2 discours, qui est à la fois, on va faire peser tout ça sur le prix du travail. Donc on va baisser les salaires, ou au moins ne pas les augmenter de la manière dont ils devraient être augmentés. On va rendre le travail plus précaire, etc., etc. Et qu'en même temps, il faut quand même continuer à consommer pour acheter les produits faits par le capitalisme, il y a un gap. Et le gap, c'est le crédit qui le résout. C'est-à-dire le fait d'être s'endetter pour pouvoir y arriver. Et ça, c'est dette privée, c'est-à-dire cette énorme masse d'argent, en réalité, qui est le résultat de la confrontation entre le capital et le travail, dans ce rapport de force inversé par rapport aux 30 Glorieuses qui est imposé depuis les années 80, eh bien ça met en danger les économies de chaque État, parce que là, quand ça explose, quoi, et avec les conséquences qu'on a. Donc ça renvoie là pour le coup à la question, aux autres questions de notre programme sur le partage des richesses, sur le renversement du rapport capital-travail, mais c'est évidemment nécessaire de le noter. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais hier en rappelant notre programme sur la question, par exemple, de l'agriculture, de la paysannerie, du monde rural. C'est vrai que l'État peut aussi intervenir pour décider de désendetter en partie des dettes privées. Voilà ce que je voulais vous dire. Tout ça renvoie bien à la question du rapport capital-travail et aussi à la question de la souveraineté des peuples sur leurs finances et sur la manière dont ils entendent composer leur budget. Et je peux répondre aux questions. J'ai une question un peu de militant optimiste. Si on gagne les élections, si j'ai bien compris, il y a une partie importante de la dette qui est sur les marchés financiers. J'ai entendu Lordon dire que, vu à quel point le programme d'Avenir en commun s'attaque aux structures capitalistes, on pourrait avoir un retour de bâton très fort au niveau des taux d'intérêt. C'est-à-dire qu'on pourrait voir s'envoler en fait les taux d'intérêt de cette partie de la dette qui est sur les marchés financiers. Et d'après ce que j'ai compris, on ne rembourse pas le principal donc, de la dette, on rembourse que les intérêts. Et comment on ferait dans cette période transitoire avant de socialiser, récupérer la dette sur la Banque de France, si j'ai bien compris, c'est un peu le projet. Voilà, comment on pourrait gérer une hostilité globale des superstructures du capitalisme contre contre la politique du programme de l'avenir en commun. D'accord.
Je vais prendre plusieurs questions et À mesure où les États-Unis peuvent éditer des dollars à bonne volonté puisqu'ils sont plus alignés sur l'or, qu'est-ce qui nous empêche à nous de faire pareil et de battre monnaie? D'accord. La question, c'est pour préciser, justement, j'ai pas compris, on rembourse que les intérêts ou on rembourse aussi le capital? D'accord. Ça, c'était pas clair. Ok, je vais répondre à ces 3 questions en commençant par la dernière, parce que c'est la plus simple. En théorie, on pourrait nous obliger à rembourser le capital. Mais sauf qu'en fait, ça ne se passe jamais. Ça ne se passe jamais parce que, pour la bonne raison, c'est qu'on se retrouve dans un système où, là je parle de la dette, je ne parle pas de la dette qui... Enfin, si, d'ailleurs c'est valable aussi. Enfin, c'est valable aussi pour la dette dite Covid, parce que la particularité... Je vais répondre, je vais essayer d'être simple. Toute dette produit des intérêts, d'accord ? Des intérêts qui peuvent être très faibles. Par exemple... Ou négatifs. Ou même négatifs. Là, il y a quelques temps, les intérêts étaient négatifs. Bon, même... Ouais, il vaut mieux avoir de la dette. Voilà, il vaut mieux recourir à la dette. Ce qui était, par exemple... Alors, à chaque fois, ça donne envie de faire des incises. Mais par exemple, c'était ce qu'on répondait à ceux qui voulaient privatiser ADP. J'étais venu faire une réunion là-dessus il y a quelques temps. Parce que ceux qui voulaient privatiser ADP nous disaient on privatise ADP pour faire rentrer 10 milliards dans les caisses de l'État. Sauf que la rente d'ADP était largement supérieure aux intérêts qu'elle bon. Donc, c'est intéressant de noter qu'à un moment donné, c'est plus intéressant économiquement d'emprunter, de se mettre en déficit pour l'économie. Bon, ça, c'est une première chose que je voulais pointer. La deuxième chose, c'est que, en théorie, à un moment donné, oui, un débiteur peut imposer de rembourser la dette, mais ça ne se passe pas. Enfin, en tout cas, vis-à-vis d'un pays qui a le patrimoine de notre pays, comprenez que notre pays est riche. Quand on dit qu'on est la 6e puissance économique au monde, c'est pas un détail. Y compris, ça me permettra de répondre après à la suite, mais y compris dans l'univers du monde capitaliste. C'est un marché énorme, la France. En termes économiques, c'est un marché dont on ne se prive pas. C'est, je veux dire, énormément d'argent qui sont produits chaque année. Donc, très franchement, pour l'instant, moi, je ne connais pas, à un moment donné, de débiteurs vis-à-vis de la France qu'on dit attention, on va vous demander de rembourser tout parce qu'on est très inquiet. En fait, à chaque fois, ils renouvellent leur prêt. Et c'est en ça que je dis qu'en réalité, il n'y a pas de remboursement du capital, jamais. Il y a un remboursement de l'intérêt. C'est aussi pour ça, du coup, on doit toujours de l'argent, puisqu'on doit toujours ce capital. Oui. En fait, on paye toujours cet argent. Alors, c'est pour ça qu'on doit toujours cet argent. C'est pour ça que c'est là où les économistes... Je reviens à la phrase de Wörth au début, quand il dit on ne rembourse jamais la dette. Ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'on ne rembourse jamais le stock de la dette. On ne rembourse que les intérêts. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour dire que dans le mécanisme de la dette Covid, dont je demande qu'elle soit annulée, alors, il y a eu un débat à un moment donné sur cette histoire d'annulation de la dette Covid entre économistes antilibéraux, parce que certains économistes antilibéraux disaient oui, d'accord, mais alors si on ne rembourse pas la dette Covid, les intérêts de la dette Covid qui, en définitive, reviennent à l'État français, puisque vous avez compris le mécanisme, la dette nous appartient, donc elle nous coûte, mais elle nous rapporte aussi, puisque les intérêts nous reviennent. Hein. Je sais pas si... bon. Donc le fait de ne pas la rembourser va coûter en intérêt. La réponse était ok, mais il vaut mieux l'annuler pour éviter les chantages à venir, et même si ça nous coûte quelques milliards qui seront les intérêts de la dette en moins. D'accord, bon. Mais dans la réalité, on ne rembourse jamais le stock de la dette. Mais la raison pour laquelle moi je pense qu'il faut qu'on sorte la dette des marchés financiers, c'est qu'à terme, il vaut mieux sortir quand même de chantage, parce que il peut exister un jour dans un renversement de rapport de force. Enfin, pour l'instant, c'est pas le cas. La deuxième chose qui m'a été demandée, c'est sur la question des États-Unis de battre monnaie. Oui, bien sûr qu'on peut battre monnaie. C'est d'ailleurs, si tu avais entendu, c'est ce que je propose de faire pour la dette Covid. Quand je dis annulons la dette Covid, ça veut dire qu'il va falloir dire qu'on va émettre une monnaie qui correspond à cette dette pour l'annuler, de fait. C'est-à-dire qu'on va mettre en circulation une part infime, parce que, alors je rentre dans les détails, mais il y a depuis les accords de Bâle au niveau international, qui sont des accords bancaires, quelque chose qui fait qu'en réalité, une banque centrale, elle n'est pas obligée d'avoir 100%
de la somme qu'elle dit pouvoir posséder en caisse. En réalité, elle est obligée d'avoir beaucoup moins, je crois que c'est de l'ordre de 10%, c'est quasiment infime. Ce qui veut dire que vous pouvez trouver très bien un mécanisme qui vous permet de gérer ça de manière comptable, qui permettrait par exemple de ne pas émettre en même temps toute la somme correspondant à la dette Covid, mais une partie seulement, et on considérerait, en lien avec les accords de Bâle, qu'en réalité la banque possède l'entièreté de cette somme. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais dans tous les cas, ça veut dire qu'effectivement, vous émettez, vous battez monnaie, voilà, pour être clair. Et il faut toujours se rappeler une chose, c'est que la Banque de France a l'exclusivité pour battre la monnaie en France. Personne d'autre ne peut battre la monnaie en France que la Banque de France. Donc nous avons l'outil pour justement permettre ce caractère souverain. Ce qui d'ailleurs pose là en ce moment un débat, parce que là en ce moment la Banque de France, les syndicats de la Banque de France disent qu'il y a une menace de privatisation de ces services-là. C'est-à-dire que la Banque de France a commencé à déléguer à des organismes privés le fait de trier les billets. Ça va peut-être vous paraître... c'est-à-dire en fait aux entreprises qui font les transports de fonds, qui ont maintenant l'autorisation de trier les billets, qui était avant une souveraineté totale de la Banque de France. Et les syndicats craignent qu'au fur et à mesure, en réalité, la Banque de France devienne un organisme de contrôle, des questions monétaires, mais pas forcément l'organisme qui produit la monnaie. Bon. Ce qui serait évidemment problématique, parce que si on veut avoir si on veut, il faut absolument garder l'outil qui nous permette justement d'avoir des politiques qui nous permettent à un moment donné de dire on bat monnaie. Bon. Et donc voilà, les États-Unis l'ont fait. Il y a d'autres, très franchement, jusqu'à là il se trouve qu'avec la crise, le Covid, la Banque centrale européenne a fait un choix assez différent, mais on était dans le monde jusqu'à maintenant. L'espace politico-économique où on était les plus conservateurs sur cette question. La crise des subprimes, la banque fédérale a produit de la monnaie en nombre. La Banque fédérale du Japon a produit de la monnaie en nombre. Alors, les Japonais, ils ont inventé un truc plutôt intelligent qui est qu'ils interdisent de souscrire une dette à l'étranger. C'est-à-dire que la dette appartient aux Japonais. Bon. Je dis ça en passant parce qu'eux, ils ont 200% depuis des années d'endettement du PIB, mais ça appartient à des Japonais. Bon, ce qui permet quand même quelques c'est un peu plus intéressant comme système, même si c'est un peu jusqu'au bout. Donc, oui, on peut battre monnaie. Voilà, ma réponse, elle est là. Ouais. Mais est-ce qu'il serait possible de battre monnaie en France ? Oui, bien sûr. Est-ce qu'on aurait l'autorisation, disons, l'accord de la Banque européenne ? Alors, bon. Il est possible de battre monnaie, déjà. Parce qu'alors là, ça serait simple de réduire la dette, quoi. Il est possible de battre monnaie. Je réponds techniquement. Bon, et après, on vient justement, alors là, je viens aux autres questions qui ont été posées sur comment on fait pour, à un moment donné, avoir une politique qui réponde à l'objectif de l'avenir en commun et qui j'allais dire entre guillemets, ne fasse pas qu'on soit réduit là pour le coup à la ruine en très peu de temps par la pression soit d'États, soit de nos États partenaires de l'Union européenne, soit du capitalisme financiarisé. Alors, la première chose, c'est alors ce qu'on propose dans le programme, en fait, justement, vous avez compris qu'il y a eu des débats. Jean-Luc était plutôt, il y a quelques temps, était plutôt sur ma position d'ailleurs, enfin notre position, qui était d'annuler purement et simplement la dette. Bon, j'ai vu dans le programme qu'on était venu sur la dette perpétuelle, parce que la dette perpétuelle, quelque part, permet de ne pas se confronter, en tout cas dans l'immédiat, avec les institutions européennes. C'est-à-dire qu'on ne désobéit pas en disant qu'on va imposer... enfin, on désobéit moins que d'annuler purement et simplement la dette. On désobéit un peu, mais de manière moins radicale. On désobéit un peu parce que on assume qu'on ne va pas essayer de la rembourser année après année. La décision va être politique, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire une réunion à l'Assemblée nationale où, comme le proposent les macronistes, on va imposer des baisses de dépenses publiques qui vont nous mettre en dessous du 3% de déficit et qui vont nous amener à rembourser progressivement ces dettes. On ne va pas le faire, de facto. Donc ça veut dire qu'on va laisser courir la dette, on va, comme les taux d'intérêt pour l'instant sont faibles, et on va compter sur le fait qu'elle devienne dette perpétuelle.
Je ne sais pas si je me fais bien saisir là-dessus. Bon, au bout d'un moment, et puis il y aura de toute façon... Au bout d'un moment, ça va amener à une confrontation parce que dès qu'on va voter un premier budget en déficit, je ne sais pas, je vais dire d'une chose, mais par exemple de 5% et non pas 3%, là, au niveau de l'Union européenne, on va agiter la sonnette en disant « mais attention, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» en réalité. Bon, puis là, il y aura un moment de confrontation, mais qui va être différé. Bon, moi, je propose de l'accélérer en annulant purement et simplement la dette et qui revient de toute façon à peu près au même problème. C'est que notre programme, l'entièreté de notre programme, et notamment ce que nous proposons, nous amène à désobéir aux traités européens. Voilà. Nous amène à désobéir à la finance internationale. Ça, c'est clair. Est-ce qu'on en a... La question qui se pose, c'est est-ce qu'on ne va pas se retrouver tout d'un coup étranglé ? Alors là, il y a deux réponses. Il y a une première réponse qui est de dire quelque part que le capitaliste ne regarde pas trop la couleur de l'argent. C'est-à-dire que le capitalisme, en termes de financiarisé, il regarde ses intérêts à court terme. Et que de ce point de vue-là, encore une fois, c'est très compliqué. Autant c'est pas compliqué de se priver d'un État comme la Grèce, dont le PIB est à peu près l'équivalent de la région Île-de-France, mais c'est autre chose de se priver de la deuxième puissance économique en Europe. Personne n'a intérêt à ce que tout d'un coup, on impose un champ de ruines en France qui fasse que notre économie est complètement pulvérisée et qu'on soit dans une situation totalement exsangue, etc. Personne n'a intérêt à ça parce que, de facto, on va continuer à produire des richesses, on est un pays qui consomme des produits, et donc, j'allais dire, la contradiction qu'il peut y avoir à un moment donné du capitalisme qui est à la fois ses intérêts à long terme de ne pas laisser se développer un exemple qui en réalité est un exemple de construction en opposition à ses principes, mais d'un autre côté de faire aussi attention à court terme à pas s'affaiblir s'affaiblir lui-même en tapant de manière trop importante sur un État qui sort un peu des règles. Il faut espérer que le rapport de force soit en notre faveur et que surtout la politique que nous proposions fasse des petits. C'est surtout ça. Bon, là on en revient au plan A, plan B au niveau européen, c'est-à-dire le plan B c'est on désobéit et on assume de désobéir sur la question, sur tout ce qui nous permet d'appliquer notre programme et de désobéir aux traités européens. Et le plan A, c'est dans le même temps, on s'appuie sur cette désobéissance pour, au niveau européen, négocier de nouveaux traités et de quelque chose qui soit plus acceptable pour la politique que nous voulons faire. Bon, les deux se marient. C'est une question de rapport de force. Très franchement, c'est comme dans tout rapport de force politique. Personne ne peut en donner l'issue. Mais moi, je crois qu'on ne part pas perdant là-dessus. C'est-à-dire que ce n'est pas vrai. La France a la capacité d'imposer un rapport de force de ce point de vue-là. Il a surtout la capacité d'entraîner d'autres peuples dans ce mécanisme. Alors d'autant plus qu'on a en plus un exemple qui vient de nous être donné de désobéissance. C'est ce que je voulais dire. C'est que la Banque Centrale Européenne vient de désobéir avec les traités européens de manière manifeste. Bon, là par exemple, Macron est... Je donne un exemple concret pour qu'on voit bien. Macron est élu, il n'est pas élu, il prend la présidence de l'Union du Conseil de l'Union européenne. En même temps, on a voté à l'Assemblée nationale le renouvellement du mécanisme européen de stabilité. Le mécanisme européen de stabilité, c'est l'inverse de la manière dont a été gérée la dette Covid. C'est-à-dire là, on revient sur un mécanisme assez traditionnel où la Banque centrale autorise que les banques prêtent aux États en échange de tout un ensemble de contraintes, de politiques d'austérité, etc. On revient à la case départ. Bon, Macron est parti dans cette présidence avec ça, mais imaginons que Jean-Luc Mélenchon soit élu. Non, il proposerait autre chose. Il dirait, nous, on propose de continuer et de poursuivre ce que vient de faire la Banque Centrale Européenne. Pourquoi on ne continuerait pas ? Qu'est-ce qui nous en empêche ? Est-ce qu'on peut se dire qu'on serait forcément perdant par rapport à ça ? Moi, je ne crois pas. Donc ça, c'est une première réponse sur ce rapport qui me semble moins inégal qu'on ne l'écrit dans le rapport de force international vis-à-vis de la finance. Et puis, à un moment donné, s'il faut rompre davantage, il faudra rompre davantage. Pour ceux qui étaient au parti de gauche parmi ceux qui sont ici, dont je suis issu,
On avait en 2009 fait un colloque qui s'appelait « Gouverner face aux banques » avec Jacques Généreux, et on avait expliqué qu'à un moment donné, on pouvait très bien subvertir l'euro. C'est-à-dire qu'on pouvait très bien décider que la Banque de France allait produire l'euro nécessaire pour faire ce qu'on voulait faire. Que rien. Alors effectivement, les autres, on peut penser à ce moment-là que le Conseil, la Commission européenne taperait du poing sur la table, mais n'empêche, matériellement, rien ne l'empêchera de le faire, puisqu'on a toujours l'outil pour le faire. Et que là, on rentre évidemment à partir de là, mais il ne faut pas l'exclure, on rentre dans une confrontation révolutionnaire forte avec les marchés financiers et en espérant qu'on arrive à desserrer les taux. Mais je pense que c'est possible. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais l'idée c'est de se dire que, les capitalistes n'ont pas forcément intérêt à étrangler définitivement un pays qui a le poids de la France, etc., qui appliquerait une politique différente. Deux, nous, on a peut-être aussi la possibilité d'entraîner d'autres pays dans ce type de politique qui, là, continuera à changer le rapport de force international. Sur Internet, une émission, je ne sais pas si ça s'appelle Internet, qui s'appelle Syntherview, où sont invités différentes personnalités. Et le principe, c'est qu'elles donnent du temps pour parler. Jean-Luc Mélenchon est passé plusieurs fois sur cette chaîne. Et là, hier, l'invité était Geoffroy Roux de Bézieux, donc président du MEDEF. Et je ne sais pas si je vous invite à aller voir cette vidéo, parce que ça devient le nouveau porte-parole de la France Insoumise. En fait, c'est un peu à voir, parce qu'en fait, à un moment, on lui pose la question, lui et le MEDEF parlent de planification, en fait. Oui. Et il dit, on sent qu'il a du mal à dire, mais que actuellement, les seuls qui parlent de ça et qu'on le programme le plus sérieux, c'est la France Insoumise. Alors, bien sûr, après il dit non, mais je ne suis pas une consigne de vote, mais en tout cas, voilà, c'est ces gens-là, en tout cas, le MEDEF, on est là aujourd'hui à dire ça. C'est assez intéressant, je trouve. Oui, mais aujourd'hui, dans les actualités, justement, de Bézieux, je ne sais plus comment il s'appelle, ils demandent encore des aides de l'État. Hein. Oui, aujourd'hui. Il n'y en a pas eu assez encore. J'ai l'impression que cette question du rapport de force, elle est importante à distiller quand même dans la population, parce que ça ne va pas se faire en tout seul. J'ai l'impression qu'il y a ça avec la question du mouvement social, elle va se retrouver quand même prioritaire, je pense. C'est clair. Dans le cas optimiste d'une victoire. C'est clair. Mais après, les financiers, ils n'ont aucun avantage à ce que la France s'effondre. Ils ont trop à perdre. Ils préféreront toujours continuer de donner de l'argent et d'en gagner, même un peu moins, que tout foutre. Dans un premier temps, ça c'est clair. Dans un premier temps, leur réflexe, ça ne sera pas de ruiner le pays, parce que là, pour le coup, on aurait une crise mondiale économique qui serait... je veux dire, regardez déjà ce qui s'est passé sur la crise grecque. Quand, à un moment donné, on a pensé que Tsipras irait jusqu'au bout, je peux vous assurer que les premiers qui ont eu peur, c'était les débiteurs de la Grèce. Notamment, il y avait la BNP. C'est les premiers qui ont eu peur. Parce que s'ils avaient été jusqu'au bout et qu'ils avaient dit on ne remboursera pas, la Grèce aurait peut-être eu des difficultés, mais les pays les banques qui avaient mis beaucoup d'argent, elles en auraient eu d'autres. Donc tout le monde a quelque part un intérêt à avancer. Les uns, très certainement, en espérant que l'expérience se casse la gueule et qu'à un moment donné, ça ne fera pas des petits. Bon, donc là, il y a... et puis les autres, en espérant que de se donner les marges de manœuvre suffisantes par le rapport de force pour le permettre. Mais je crois que moi je pense que dans un premier temps, on a une confrontation qui répare. En tout cas, ça. Moi, je ne crois pas au côté. Il n'y aura pas un étranglement des places du système financier international. Ne serait-ce que parce que maintenant il est international, qu'il prend ses décisions sont de la logique de la nanoseconde pour les choses quelque part sont moins centralisées et moins programmées à l'avance qu'on a pu le vivre dans le passé par rapport à telle ou telle expérience. Après on reviendra inévitablement à ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si ça fonctionne, il faut se préparer au rapport de force, c'est sûr.
Et c'est là où on a une espèce de course de vitesse avec ce que ça permettra le côté exemplaire qu'on pourrait avoir par rapport à d'autres pays. Je pense notamment aux pays du sud de l'Europe qui pourront se dire ce que font les Français, nous on a intérêt à le faire parce qu'on a les mêmes problématiques. Bon, voilà. Et après, c'est l'histoire. Laurent ? Je sors un petit peu du contexte financier économique et pour rejoindre un peu ce que dit Sylvestre sur la question du rapport de force à l'échelle européenne et mondiale. C'est la question des médias. Si demain, effectivement, l'Union populaire arrive au second tour, et même si Jean-Luc Mélenchon est élu, il y a quand même la question des médias qui, à 90%, sont détenus par les groupes financiers, donc par la bourgeoisie. Dans quelle mesure, en fait, ces médias vont pas diaboliser l'élection de Jean-Luc Mélenchon et saper, en fait, le travail politique qui a été fait pendant la campagne présidentielle. Dans la mesure où ils vont le faire. Et comment nous, en fait, on peut justement trouver une alternative à cette... En appliquant notre programme. Parce que dans notre programme, il est prévu des choses révolutionnaires par rapport aux médias. Il faut bien faut bien comprendre les uns et les autres que notre programme est un programme révolutionnaire, quoi. Et en fait, on fait la révolution. Enfin, je veux dire, moi, j'ai jamais d'ambiguïté là-dessus. Hein. Je veux dire, on n'est pas en train de s'accommoder du système à essayer de le corriger à la marge. C'est d'ailleurs c'est pour ça qu'on a tant de problèmes. Et c'est pour ça c'est la raison pour laquelle il n'y a pas seulement un seul candidat à gauche aussi. Voilà, c'est que bon. Et donc, par rapport au programme, dans notre programme, est prévu le fait de revenir à des choses qui sont les fondements, par exemple, du Conseil national de la résistance et des jours heureux, où je vous rappelle que vous ne pouviez pas à la fois être, par exemple, une entreprise du BTP et posséder un média. C'est-à-dire qu'il y avait une indépendance des groupes privés médiatiques vis-à-vis de tout autre groupe économique. Et a fortiori, vous ne pouviez pas avoir, j'allais dire, un pouvoir transversal dans plusieurs médias. Ça, on l'appliquera. Voilà, on l'appliquera. Donc il y a une confrontation. Il y aura soit nationalisation, soit le fait que les médias réappartiennent à un moment donné à des gens qui n'ont pas d'autres liens avec d'autres institutions économiques. Enfin, il ne pourra plus arbolorer, par exemple. Bon, donc inutile de vous dire que c'est une confrontation, mais elle va se faire. Là, pour la bonne raison de ce que tu dis, c'est que si on ne la fait pas, on est étranglé. Bon, donc elle se fera. Voilà. Et alors, ce que je vous dis des médias est vrai sur d'autres domaines. C'est vrai que l'idée d'annuler la dette, avec ce que ça porte comme conséquence, je l'ai dit tout à l'heure, évidemment, ne peut pas s'imaginer sans une transformation globale des choses. Mais les médias en font partie. Ça nous promet des choses intéressantes. J'ai le droit de causer 2 minutes. Non, moi, je voudrais revenir sur un truc, c'est notamment la dette. Tout le monde considère que c'est un gros mot. On est endetté, comme si c'était un gros mot réellement. En fait, le problème, c'est que la dette, souvent, elle permet aussi, si elle est utilisée correctement et intelligemment, de créer des richesses. C'est-à-dire que l'État français s'est endetté pour développer Airbus, pour développer Ariane, etc. Et en fait, à l'arrivée, ça crée des nouvelles richesses. Nous, on dit qu'il y a une transition écologique, alors la planification, etc. Ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir s'endetter d'une façon intelligente pour utiliser l'argent pour créer des nouvelles richesses qui elles-mêmes vont engendrer des recettes. Je ne sais pas si je suis clair, mais... Oui. Ah ben oui. Ouais. Et je prends un exemple. On a Figeac Aéro ici. Il y a eu 500 suppressions d'emplois l'an dernier, plan social, 3,6 millions d'euros que le Conseil régional a versé à Figeac Aéro en échange de 220 licenciements au lieu de 500. Voilà, c'est... En fait, si on continue avec cette logique-là, on va avoir un vrai problème, quoi. On va utiliser l'argent public pour licencier, pour fermer et arrêter de créer des richesses. En fait, on pourrait utiliser l'argent public pour développer, et donc endetter le pays, pour développer des industries du type Figeac Aéro, en organisant la transition industrielle, de façon à permettre à Figeac Aéro, le syndicat CGT d'ailleurs faisait la proposition, la transition à l'intérieur de l'entreprise, utiliser la main-d'œuvre, le savoir-faire des salariés pour développer des nouvelles productions, notamment les hydroliennes, les éoliennes, etc. Ils sont capables de le faire. Hein. Et en fait, l'endettement, c'est pas un gros mot, quoi. Ouais, alors justement, par rapport à ce que vient de dire Thierry,
je l'ai dit tout à l'heure, mais rapidement, en fait, ce que propose le gouvernement aujourd'hui, vis-à-vis des déficits, c'est de dire il est hors de question d'augmenter les impôts. C'est ce qu'il explique. Traduction, il est hors de question de revenir sur les cadeaux aux plus riches, parce que la plupart des baisses d'impôts depuis 5 ans, c'est ça. Hein. Bon. Donc la case impôt est neutralisée. Et donc, inévitablement, à partir du moment où vous voulez réduire les déficits, il n'y a plus que la case dépenses de l'État. Bon. Mais il y a une autre case possible, c'est effectivement, alors non seulement d'assumer et de ne pas considérer comme horrible en soi qu'on dépasse les 3% de déficit si on pense que c'est utile, mais c'est aussi à nouveau de réinstaurer un partage des richesses plus équitable, notamment par la fiscalité. Je veux dire, je vous ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si c'était hier, mais que l'ensemble des mesures qu'on proposait d'un point de vue fiscal, c'est équivaut au moins à 120 milliards de plus d'euros par an. Bon, inutile de dire qu'avec 120 milliards, vous faites beaucoup de choses sans recourir à la dette. Hein, voilà, il suffit de dégrainer le nombre de possibilités que ça vous donne. Donc cette histoire c'est pour ça que la dette, elle est typiquement le produit d'un affrontement de classe. Voilà, du rapport capital-travail. Typiquement, parce qu'elle est le produit. De qui paye en réalité. Si on regarde une autre façon de regarder la dette Covid, par exemple, c'est le fait de se dire qu'est-ce que la dette Covid aujourd'hui. C'est la perte de production de richesse dans le pays pendant 2 ans. C'est-à-dire que vous savez que on nous explique avec des sauts de cabri que youpi, il y a 7% de croissance en France, c'est historique, etc. Bon. Et sauf qu'on sait très bien que les 7% de croissance en France, c'est parce qu'il y a un an, on est tombé là, on a fait quasiment moins 12%, et qu'en réalité, on est juste en train de reprendre le niveau de croissance du PIB qui était celui d'il y a 2 ans, de l'avant la crise. Bon. Alors, les libéraux se gardent bien de dire ce qui s'est passé entre cette espèce de V inversé entre les deux, mais c'est une perte de production de richesse qui n'est pas indolore. On ne perd pas 2 ans de production de richesse comme ça. Donc qu'est-ce qui a permis de compenser cette perte de production de richesse ? C'est la dette Covid, en partie. Bon. Et toute la question qui se passe pour la suite, donc autour de la dette, c'est qui va rembourser ça ? Qui va rembourser ? Il pourrait très bien... Nous, par exemple, on propose une taxe sur les profiteurs de crise, c'est-à-dire les entreprises qui ont profité de la crise pour faire plus de bénéfices. C'est une façon de dire... peut-être que ces entreprises, elles pourraient compenser une partie de cette perte de production de richesse. Le gouvernement propose toute autre chose. Il propose que ceux qui ça soit en gros la grande majorité, l'écrasante majorité de nos concitoyens qui n'ont que leur force de travail pour vivre, comme on disait dans le temps. Et donc c'est pour ça que c'est une bataille de classe, cette histoire. La dette Covid, c'est une bataille de classe. Voilà, qui va rembourser cette partie ? Nous, on dit, voilà, il faut faire payer ceux qui en ont profité, il faut faire payer ceux qui profitent du système depuis des années, et puis le reste qui restera à dépenser, il faut l'annuler, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit la population qui paye cette perte de production de richesse. Voilà. C'est une autre façon, je trouve, d'expliquer la question. Mais est-ce que la transition vers la 6e République, les 2 ans clés, va pas finalement fragiliser un petit peu... Pourquoi ? Parce que la Constitution sera en train de se faire. Est-ce que ce n'est pas une période où il faut vraiment avoir un pouvoir très fort pour appliquer le programme révolutionnaire de la... mais je crois que tu n'as pas très bien compris. Non, mais je te dis ça en taquinant, je veux dire. Nous allons imposer diriger fortement la France. Il faut, parce que... Non, mais c'est clair. Dire qu'on va faire la constituante ne veut pas dire que pendant les 2 ans, on va attendre tranquillement que... D'accord, mais c'est exactement ce que vous voulez entendre. Mais c'est clair. C'est clair. Il ne faut pas que ce soit le président qui soit élu, il faut aussi avoir après les députés. Alors, attends, il faut 3 choses. Comme je l'ai dit, je crois qu'elle n'est pas là, non, il y a qui m'a posé une question là-dessus. Il y a 3 choses. Il y a un président élu, une majorité élue, raison pour laquelle Jean-Luc a expliqué que s'il arrivait au second tour, il s'adresse à toutes les forces de gauche pour dire celles qui maintenant veulent appliquer notre programme, ou au moins la plus grande partie de notre programme, sont les bienvenus pour qu'on essaye de faire une majorité ensemble. Et le 3e élément, c'était la réponse, et c'est aussi une réponse, c'est qu'il faut qu'il reste une mobilisation sociale. Parce que, justement, on ne va pas nous laisser faire comme ça. Donc, il faut pas... Socialement, c'est clair que tout ça ne fonctionnera pas sans une application citoyenne maximum. Sans un rapport de force maximum. Sauf que ce qui va changer, c'est que si, par exemple, on décide
de dire qu'on met le SMIC à 1400 € net, on met le fait d'avoir des revenus entre 1 et 20 dans une même entreprise, et le fait de dire on demande qu'il y ait une négociation par branche qui s'ouvre tout de suite sur les salaires, et non pas par entreprise, eh bien, ce qui va changer, c'est que là, on aura un gouvernement qui sera du côté des salariés. C'est ça qui va changer, profondément. Et donc, mais pour ça, il faut qu'il y ait une mobilisation. Bon. L'intime conviction, c'est que si on a l'élection de Jean-Luc Mélenchon et du programme L'Avenir en commun, je pense que cette mobilisation peut venir. Voilà. Mais voilà, il faut la voir, quoi. Il faut la prévoir dès maintenant. Bah, c'est bien ce qu'on essaye de faire dans la campagne, quand même. Et du fait d'avoir un Parlement de l'Union populaire qui élargisse, etc. Et les conseils constitutionnels, ça va pas être un problème? Ouais, on verra. Déjà, il ferait bien de remplir son rôle avec le pass vaccinal. Ouais. Et les vaccinations, ça rentre dans la dette Covid? Ou c'est que les aides qui ont été faites? Ah non, c'est une bonne question. Non, bien sûr que ça rentre dans la dette. Alors non. En fait, parce que là, j'ai pas compris. Si, en partie, oui. En partie, justement. Enfin, en tout cas, ça part. Il y a une partie de la dette Covid, je l'ai dit tout à l'heure, qui s'est transférée en dette sociale sur les comptes sociaux. Mais il y a aussi une partie qui touche la question de santé, qui a directement été votée à travers les projets de loi de finances rectificatifs. C'est-à-dire qu'on a voté des projets de loi de finances rectificatifs, on a voté des enveloppes supplémentaires qui n'étaient pas prévues et qui vont par exemple pour la santé, qui vont par exemple... alors très franchement, je ne sais pas par quel mécanisme c'est passé, mais dans les faits, ça fait partie de la dette Covid. C'est des choses qui n'étaient pas prévues au départ. Ça, c'est clair. Vaccination gratuite, ce n'était pas prévu au départ. Les tests gratuits ne sont pas prévus au départ. Il faut bien les payer. Donc la réponse est oui. Je crois qu'il y avait Pierre qui voulait... Ouais, je prends il est comme je dois partir une demi-heure, si jamais certains d'entre vous veulent acheter des bouquins, puis je prends une dernière question. Oui, moi ce que je veux dire, c'est en fait, si on arrêtait de faire des aux entreprises, donc c'est des dépenses publiques qu'on fait, qui partent directement aux actionnaires, voire dans les paradis fiscaux, on n'aurait plus de déficit en fait. Tu as raison, on en aurait beaucoup moins. C'est clair. C'est clair. Ça commence par là, parce qu'en fait, on est le côté, on peut donner l'impression que, oui, on va faire plein de choses, et que du coup, on va faire du déficit, on va emprunter, on va ceci, cela. Mais aujourd'hui, on distribue de l'argent public sur, ça commence par la TVA que chacun de nous paye, hein. Et ça, c'est des cadeaux sans aucune contrepartie. Bien sûr. Donc déjà commencer par arrêter tous ces cadeaux qui ne servent strictement à aucun objectif social ni environnemental, je pense qu'on peut ne pas être en déficit, quoi. Alors, il y a deux choses. Je réponds juste à cette question, puis ça sera ma dernière réponse. C'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, c'est-à-dire que les réformes fiscales que nous proposons, qui passent notamment par le fait de supprimer toutes les aides aux entreprises sans contrepartie. Par exemple, aide aux entreprises sans contrepartie, c'est le CIC 20 milliards par an. Il n'y a aucune étude, qui prouve que ça crée un emploi. L'étude la plus optimiste pense que ça a créé 100 000 emplois en 5 ans, ce qui équivaut, je ne sais plus combien ça revenait à la création d'un emploi, mais enfin, donc ça c'est clair. Et on pense pouvoir... Ça ne veut pas dire qu'on ne ferait plus du tout d'aide à des entreprises, hein, qu'on s'entende bien, mais on le fera sur des critères écologiques, sociaux, d'utilité publique, etc. Bon, voilà. Mais en gros, on pense qu'on peut récupérer 120 milliards. Donc, tu as raison de dire ça, c'est que je le répète. Maintenant, d'un autre côté, dans notre programme, on assume le fait de dire que pour la bifurcation écologique, rien que pour ça, par exemple, il faut 200 milliards d'euros. Voilà, 200 milliards à mettre sur la table. Donc, de toute façon, même si on récupère à un moment donné cet argent, il restera toujours de l'argent, de manière naturelle, qui vont être payés par les déficits. Mais c'est pas grave. C'est normal que... c'est toute logique. Là, j'en reviens à la comparaison qui n'est pas toujours raison, mais qui la l'est. C'est exactement, encore une fois, comme un foyer qui s'endette pour acheter un bien qui va lui servir pendant 40 ans. Il ne le paye pas sur une seule année. Bon, donc c'est logique
que si vous investissez pour changer la logique énergétique du pays pour les 100 prochaines années, vous ne le faisiez pas sur une seule année. Ça, c'est logique. Donc, c'est normal. Je veux dire, c'est pas un problème qu'on emprunte à ce niveau-là. Mais c'est en ça que j'interrogeais aussi la question de la légitimité de la dette. Qu'est-ce qui est légitime dans la dette, ce qui n'est pas légitime? Ce qui n'est pas légitime, c'est par exemple ce que tu notes, c'est-à-dire le fait que non seulement on baisse les impôts des sociétés, des plus riches, mais on prête de l'argent. Ce qui fait que, vous savez, le discours que nous faisons à chaque fois la droite, les marcheurs et l'autre, parfois même au-delà, de dire mais attention, nous sommes l'État en Europe où il y a le plus de pression fiscale et le plus de je cherche le terme, mais c'est pas grave. Bon, en gros, tout ça pèse le plus sur les États. Mais nous sommes aussi l'État en Europe qui aide le plus les entreprises. Et donc, en réalité, il faudrait comparer les deux. C'est-à-dire qu'il faudrait comparer effectivement ce qu'on impose, socialement, en termes d'impôts et autres, mais à la fois aussi ce qu'on donne. Et de ce point de vue-là, je vous assure que les entreprises, et particulièrement les plus grandes, parce que l'impôt sur les sociétés, en moyenne, il est de 22,8% pour les PME, et il est un peu plus de 15% pour les grosses entreprises. C'est ça la réalité. L'impôt global que les entreprises payent, de ce qu'elles payent. Donc, en réalité, elles sont loin de mal s'en sortir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous avez comme Consigny l'autre jour en face de Jean-Luc, qui donne l'impression que en France, les entreprises, avec déjà actuellement, les plus riches ne visent qu'à partir. Oui, d'accord, mais d'un autre côté, on ne compte pas tout ce qu'ils reçoivent. Alors, c'est bien pour ça qu'ils restent, d'ailleurs. Ils peuvent partir avec ce qu'ils nous prennent. Voilà. On sera content qu'ils s'en aillent. Bien, je propose d'arrêter là, si ça vous va. Hein, et je vous remercie. Merci. 9,80. Merci. Ah mais c'est ça. Je viens de me l'offrir. Super. Ouais, je suis content. Je vais lire dans le train.